Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. Rejoignez la communauté francophone de l'AC Milan en vous abonnant à notre chaîne YouTube en dessous de la vidéo et activez la cloche pour être averti de la sortie de nos émissions. Avant de revenir sur la rencontre d'hier, le Milan a validé son ticket pour les 16e de Ligue Europa, Théo. Ouais, effectivement, Guillaume, le contexte était assez compliqué quand même avant cette dernière journée dans le groupe H. C'est très simple. Milan a 10 points, mais lorsqu'on a un plus avec 11 points, parce que les hommes de Galtier nous ont battus sur l'année de la double confrontation et ont fait match nul sur le retour. Donc voilà, c'est l'espoir du faux pas globalement qui domine la mentalité du groupe avant ce déplacement face à Prague, pardon, parce que il faut espérer un faux pas de Lille face au Celtic. Et malgré ça, la qualification étant déjà assurée, c'est quand même un groupe largement remanié qui vient. Maldini est titulaire, Duarte fait sa première, Krunic aussi, Conte est capitaine, ce qui n'était pas arrivé, je crois qu'il n'est jamais arrivé dans l'histoire et on s'en serait bien passé d'ailleurs, pour la première pour Kalulu, l'ancien Lyonnais. Et malgré cette compo Romanie, on s'impose 1-0 grâce à un but d'Auge et Lille dans le même temps flanche au Celtic mené 2-1 à la mi-temps, ils ne reviendront pas. Ils s'inclinent donc 3 buts à 2. On finit finalement premier dans ce groupe H. La règle est 5 pour ce qui concerne le tirage dans les 16e d'Europa League. On sera soit face à un deuxième, donc pour résumer un petit peu ce qui se passe en Europa League, les deuxièmes qui sont peut-être les plus difficiles à jouer sont peut-être la Real Sociedad, le Benfica, Grenade qui a fait une bonne saison l'année dernière en Liga. Après, voilà, dans les troisièmes de Ligue des Champions, on connaît un petit peu plus le tarif. Manchester United a été repêché dans le groupe du Paris Saint-Germain. Bruges est là, Krasnodar, il y a l'Ajax aussi. Donc voilà, on verra bien Je les ai l'adversaire sous qu'on les yeux. prendra. Je les ai sous les yeux, nos adversaires possibles en 16e de finale. Donc, on a le Young Boys de Berne, les amis de Yann, Aussi. Molde FK, Sporting Braga, Benfica, Grenade, Real Sociedad, Slavia Prague, Maccabi Tel Aviv, Antwerp, Wolfsberger, Étoile Rouge de Belgrade, Dynamo Kiev, Krasnodar, Olympiakos et le Salzbourg. Donc, des adversaires plutôt prenables. Real Sociedad, Salzbourg et peut-être Benfica. Même Braga sont des adversaires qui seraient un peu plus compliqués. Mais globalement, si nous sommes sérieux, tous les adversaires sont à notre portée. C'est largement à notre portée. Et puis, je pense que là, du coup, il y aura plus cette question de rotation. Ce sera les équipes types de retour. Donc, à nous de s'organiser correctement pour mettre la même intensité dans ces 16e de finale et dans le championnat. 16e de finale qui, on le rappelle, seront tirés au sort ce lundi en Suisse. Très bien. L'AC Milan donc a fait match nul hier au San Siro, 2 buts partout. Ouverture du score de Hernani à la 13e minute. Puis Kurtic à la 56e minute donnera l'avantage par 2 buts à la Parme. Théo Hernandez permettra à l'AC Milan de revenir 2 minutes plus tard. Et enfin, à la 91e minute, permettra au Milan d'accrocher un nul. 26 tirs à 4, les gars, dans cette rencontre en la faveur des Rossonero. Seulement 2 tirs cadrés pour Parme. 2 tirs cadrés, 2 buts. Au niveau des corners, c'est notamment 13 corners à 1, la possession à notre avantage. On a été meilleur sur ce match, Yann. Ouais, bah pour moi, oui, on a été meilleur, on a été malchanceux, il y a un peu tout qui nous est tombé dessus. Ça commence à la 4e minute déjà par une sortie sur blessure de Gabia avec l'entrée de Kalulu. Certains voient ça très positivement. Kalulu est l'auteur de matchs assez incroyables ces derniers temps. Mais après, ça reste quand même une sortie sur blessure de Gabia où on perd à nouveau un joueur de rotation. Avec la prochaine période qui va arriver, on a beaucoup de matchs, ça va être très compliqué. Donc, première mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle à la 12e minute où c'est Calabria qui remonte le terrain avec le ballon, qui le perd. Et ensuite, c'est Gervinho qui va sur le côté gauche tout d'abord. Moi, je trouve que c'est la seule petite erreur de Kalulu, peut-être sur ce match qu'on peut lui reprocher. C'est l'impression qu'il ne sort pas vraiment directement sur Gervinho, qu'il le laisse un peu commencer à faire des crochets. On sait qu'une fois que l'Ivoirien est lancé, il est totalement inarrêtable. Qui saute pour Hernani, qui va mettre le but à la 2e minute. Et ensuite, Milan qui va commencer à essayer de recoller au score avec des attaques de Castillero, des tirs de Brahim, d'Akan qui vont se terminer sur la transversale. Sepe dans une forme incroyable qui va tout nous arrêter. Et on se dit, mais comment c'est possible face à cette équipe de Parme de ne pas pouvoir la mettre au fond?
On a juste avant la mi-temps aussi Akan qui tire un magnifique coup franc également sur le poteau. Et là, on se dit, ouais, ça va être compliqué comme match. Parme qui est totalement replié sur lui-même derrière. En deuxième mi-temps, c'est Pioli fait rentrer Leao et Aogue. On se dit que peut-être que on va trouver la solution en passant par ces deux joueurs. C'est Calabria, je crois, qui va faire encore une transversale. Et à la 55e minute, le 0-2 de Kurtic sur un contre. Ou de nouveau nos milieux de terrain. Je pense que je les ai trouvés un petit peu en dessous aujourd'hui, Benasser et Kessie, qui ont eu peut-être de la peine sur certains replis défensifs. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure parce que moi, on récupère un peu l'époque assez, je trouve, de notre tactique où on laisse beaucoup de liberté à nos latéraux, on les laisse beaucoup monter, ce qui crée souvent un déséquilibre sur les situations de contre. Et puis, Théo, à la 57e minute, qui va directement réagir sur un corner, une tête rageuse. On était tous comme Théo sur ce but sur corner, sur notre canapé, lorsqu'on a vraiment une tête rageuse où on n'en pouvait plus, où enfin le ballon rentre. Et à la 90e minute, c'est aussi Théo qui va nous ramener un petit poids et qui va nous laisser invaincu en Serie A. On reste certes en tête du championnat, mais un sentiment d'inachevé hier et surtout, j'ai envie de dire 2 points perdus à San Siro. Pour revenir sur la tactique mise en place par Pioli, le fait que Calabria et Théo se sont retrouvés particulièrement offensifs et hauts sur le terrain, c'est aussi pour compenser avec les mauvaises performances, on peut dire ça, de Aogué, qui était à sa place au début, c'était Akan en première mi-temps, de Castillero sur le côté qui n'a pas été plus mauvais que ça, mais enfin c'était limite offensivement. Et du coup, Théo et Calabria qui ont des qualités offensives, je trouve, meilleures. C'est difficile à dire parce que c'est des défenseurs, mais ils ont des qualités offensives meilleures que nos attaquants, que nos ailiers. Et bah derrière, ça crée, comme tu l'as dit, un manque d'équilibre derrière. Et du coup, Kessié et Benasser, qui ont pour ordre de couvrir les ailes, bah, on se retrouve derrière complètement nus en contre. Et du coup, on prend 2 buts où Kessié et Benasser sont pas présents au milieu de terrain. Donc, tu l'as dit, c'est problématique. Toi, t'en as pensé quoi, Théo, de la rencontre? C'est difficile d'encaisser voilà, l'idée qu'on perd des points sur des matchs comme ça, tellement notre début de saison est féerique et tellement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce statut de leader. On se rend compte à quel point dans notre cas, il est éphémère et difficile à tenir. Moi, voilà, j'ai beaucoup d'incertitudes en fait. On est certes voilà, la troisième défense du championnat, mais voilà, c'est les 10 buts sur les 8 derniers matchs. Yann en parlait, la rotation qui s'essouffle un peu parce qu'on perd des joueurs sur blessure. Benasser s'est aussi blessé au cours de la rencontre. C'est un match, voilà, c'est le match le fameux match, si tu le rejoues 10 fois, tu le gagnes 9 fois sur 10. Ça n'a pas été le cas hier. C'est un nouveau match nul, mais contrairement à ceux qu'on a pu réaliser dans le reste de la saison, c'est vraiment un match qu'on ne mérite pas de perdre dans la mesure où tout y était, tout était réuni pour nous voir s'imposer, l'ultra-domination sur les Parmesans. Voilà, après, Gervinho avait l'habitude de nous sortir des grands matchs. Il n'a pas dérogé à la règle hier soir. CP, tu disais très justement, Guillaume, a été encore une fois héroïque. Et voilà, la composition de départ n'a pas été bonne. Le problème à Aougué, le problème Brahim Tchalanoglu n'a toujours pas été résolu. Cette fois-ci, c'est Akan qui s'est un petit peu sacrifié en se remettant sur l'aile gauche, ce qui ne m'a personnellement pas rappelé des grands souvenirs vu les performances qu'il nous livrait à ce poste-là. Mais voilà, Brahim on est resté très discret au poste de 10. Et il y a toujours cette énigme. Leao est revenu, mais voilà, on sent qu'il est encore amoindri physiquement par sa blessure avec les espoirs du Portugal. Donc c'est difficile. La marge qu'on a pour se remettre de ce match nul et des enseignements tactiques est très faible parce que dans 3 jours, on va à Gênes pour affronter le Genoa. Ce sera le dernier match, je pense, où il faudra effectuer des réajustements du côté du staff. Il y aura peut-être Kier et Zlatan qui vont disputer leurs premières minutes de retour de blessure. Mais voilà, il y aura pour moi cette dernière préparation parce que le 20 et le 23 décembre, il y a l'affrontement face à Sassuolo puis face à la Lazio avant de dire au revoir à cette année 2020 et de se retrouver en 2021 pour affronter le promu Benevento. Elle a fait du bien cette entrée en jeu de Leao, Yann, et même celle de Kaloulou. On va pouvoir en revenir peut-être un peu plus tard sur Kaloulou, mais celle de Leao dans un premier temps.
Alors, celle de Léao, dans un premier temps, oui, mais comme le souligne justement Théo, il est encore un peu faible physiquement. Il commence vraiment sur les chapeaux de roue, on le voit à fond, beaucoup de ballons passent par lui. Très agréable le jeu entre lui et Calabria. Calabria qui offensivement fait d'immenses progrès depuis le début de la saison. Mais après, il s'essouffle vite et on voit qu'il a quand même des restes physiquement. Et je crois qu'il sort dans un contact à un moment avec je ne sais plus quel joueur où on voit qu'il joue presque la fin du match pratiquement sur une jambe et ça nous aide pas. J'ai Il a aussi été été cueilli déçu. aussi au Ouais, dernier match face à Prague. Il se fait littéralement déchiqueter sur son entrée en match. Le joueur tchèque prend rouge. Ouais, c'est difficile, Yann, tu avais raison. Il s'est fait, en plus, à un moment, il se fait découper. ouais, il Enfin, se fait des c'est coups, il se prend compliqué, un attaquer, retour hein. quand même de blessure. Ouais. Et puis moi, ce qui me choque surtout, c'est cette liberté qu'on laisse à Théo et Calabria, qui est très positive, on va pas se mentir. Je pense que c'est pour ça que notre jeu est aussi attrayant depuis le début de cette saison. Mais là, on l'a vu hier soir. Si on veut faire jouer nos latéraux autant haut, il faut qu'il y ait une possibilité de mieux couvrir en cas de contre. Parce que là, hier soir, ça aurait pu arriver sur tous nos matchs depuis le début de la saison. Mais là, hier soir, on en récupère vraiment les pots cassés. Comme on dit, c'est vraiment sur deux occasions où on a deux tirs cadrés contre nous, où on se prend deux buts. Je pense que ce sera quelque chose à réfléchir et à remettre en place, car on ne peut pas se permettre sur chaque tir cadré, sur chaque contre, d'offrir une occasion de but à nos adversaires. Très bien, ce sera une victoire obligatoire face au Genoa. Je vous donne les affiches de cette 12e journée de championnat. L'Inter qui reçoit Naples, la Fiorentina qui reçoit Sassuolo, Juventus, Atalanta. Donc des rencontres assez intéressantes. Il y a aussi Rome qui va affronter le Torino. Et le week-end prochain, on a un Lazio-Naples et un Atalanta-Rome. Tandis que nous, on jouera du côté de Sassuolo. Donc, faut faire une bonne semaine. On a perdu 2 points parce que ce week-end, tous nos concurrents ont marqué les points. L'Inter, le Napoli, la Juventus, notamment la Roma aussi qui a explosé Bologne 5-1. Donc voilà, là, on a perdu 2 points. C'est peut-être la première fois de la saison en 11 journées qu'on perd des points face à nos concurrents directs. Après, comme vous l'avez dit, entre les 3 barres transversales, le poteau de Hakan et le hors-jeu de Castillero aussi pour une pointure de chaussure. On n'a pas été verni. On va passer tout de suite au top et flop. Les gars, je vais te demander de me donner tes tops, Théo. Euh, c'est assez simple et on va partir en troisième position avec Hakan. Assez étonné du rendement du Turc hier. J'en parlais il y a quelques minutes, mais cette difficulté tactique qu'il a à jouer, à assembler des bouts de match, à créer quand Brahim est à ses côtés, c'est très difficile. On en parlait dans les émissions précédentes, mais c'est vraiment deux joueurs aux qualités similaires. L'un a plus d'expérience que l'autre, c'est sûr. Mais voilà, quand on a tendance un petit peu à se marcher dessus, c'est difficile pour un joueur de développer son jeu. Donc, c'est ce que Hakan a quand même réussi à faire. Brahim Diaz a été positionné en numéro 10. Il est sorti à la mi-temps, l'Espagnol. Mais voilà, pour ce qui est de l'international turc, je l'ai trouvé très bon. Pas forcément réussi. Kian en parlait très justement dans la mesure où il a quand même pas mal touché les montants. Mm. Mais voilà, un match intéressant. On en parlait aussi dans les précédentes émissions. Mais voilà, il y a toujours la question contractuelle autour du joueur qui prend limite plus de place que ses performances, puisqu'il est toujours en fin de contrat à la fin de cette saison. Donc on verra bien l'issue et l'avenir de ce joueur. Mais voilà, aujourd'hui, hier, pardon, c'était l'un de nos meilleurs sur le terrain. En deuxième position, je vais mettre Kaloulou, qui entre dans un contexte difficile. La blessure de Gabia n'a clairement pas arrangé son entrée en jeu, puisque voilà, le jeune joueur qu'on forme se blesse sur un contact. Si on récupère Kier logiquement la semaine prochaine, on apprend quand même que Kaloulou est devant dans la hiérarchie, devant Musakio et Duarte. Et puis le Lyonnais a été très bon. L'ancien Lyonnais a été excellent. Guillaume lui en parlait très justement. C'est difficile de lui en vouloir sur le premier but parce que c'est une entrée en matière qui est quand même très compliquée face à un Gervinho qui était clairement dans ses meilleures heures hier. Donc on remercie Kaloulou pour sa première solide Mm. et qui personnellement, moi, me laisse de bons présages pour le site de la saison. En première position, ça me semble inévitable, mais le match de Théo Hernandez est tout simplement incroyable. Si on n'a pas vu le match et qu'on regarde des stats, la domination, ultra-domination milanaise, les deux buts de Théo Hernandez et le fait que Milan soit mené 2 fois, ça nous rappellera un peu cette période de l'année dernière où
avant que Zlatan arrive, il y avait une petite Théo Hernandez dépendance sur certains Mm. matchs où clairement le Français déboulait de nulle part et nous permettait de remporter des rencontres. Il est encore une fois le danger numéro un hier. C'est toujours impressionnant. Moi, ce qui m'impressionne au fil des matchs, c'est en fait, on a sincèrement l'impression que quand il accélère, il est inarrêtable. Mm. Il est imbougeable. Il a encore un sprint à la 92e où, sur un petit manque de lucidité, il loupe la passe en profondeur Ouais, dans ouais. la surface qui aurait pu emmener à un centre Mm. tendu au cordeau. Mais quel match encore du Français. On peut que le remercier. Il met son doublé. C'est quand même un latéral gauche, il faut le rappeler. Mais voilà, merci Théo. Et c'était mon top 3 du match nul face à Parme. Yann, Théo, il a évoqué Kaloulou. T'as convaincu par la prestation du Français ou pas? Ouais, alors il fera pas partie de mes tops parce que pour moi, un peu sur certaines séquences défensives, je voulais mettre un peu toute notre défense et passer un peu à côté. Mais Kaloulou, euh, juste pour rappeler que moi, je rigolais de lui il y a de ça encore une semaine quand je disais qu'il avait autant de matchs en professionnel que moi footballistiquement. Et c'est absolument incroyable. Je rappelle juste que le joueur est un 2000. Moi, je le vois qu'il est aligné jeudi passé en défense centrale face à Prague, alors qu'on m'avait plutôt vendu ce joueur comme un latéral droit. Je me dis, oh là là, ici, ça va être très tordu. Et on se retrouve avec un joueur déjà qui a un 2000, hein, il a 20 ans. Il joue en défense centrale avec, déjà, il est sûr de lui, c'est assez impressionnant. Il fait certains contrôles. Je pense qu'on a tous en tête cette prise de balle face à Inglese où Mm. Ouais. il est face à un autre but et il arrive à faire un contrôle où certes il Orienté, la ouais. touche un petit peu de la main, mais il fait un contrôle orienté où il met à l'amende complètement l'expérimenté quand même Inglese en face de lui. Et sinon, moi, ce que je trouve incroyable chez lui aussi, c'est sa capacité de relance. Ouais. Il a une capacité de relance où il prend des risques. C'est vraiment d'immenses risques qu'il prend à chaque fois qu'il relance le ballon. Mais quel plaisir! C'est des passes entre les lignes, c'est des longs ballons ratés qui trouvent toujours preneur. Et sinon, dans les duels, c'est quand même quelqu'un de très, très rapide, de très solide, qui a un grand, grand sens de l'anticipation, hein. On l'a souvent vu. Il décroche assez, il reste assez bas sur le terrain. Mais lorsqu'une passe vient en direction, c'était d'Inglese souvent, très souvent, il a réussi à passer devant grâce à un sens de l'anticipation qui, pour un joueur de 20 ans, moi, je trouve absolument incroyable. Donc, je me réjouis de le revoir jouer, Mm. de le voir être à nouveau décisif. Et puis, c'est vraiment de bon augure pour nous, ce joueur qui maintenant a pris le devant sur moi, donc vu qu'il est à 2 matchs professionnels et moi, je suis toujours à 0. À tes tops, Yann. Donc mes tops, j'en ai mis 2 hier soir. 2 tops que Théo a déjà cités. Tout d'abord Akan, que j'ai trouvé très très actif au milieu du terrain, qui a vraiment fait le joint entre notre double pivot, notre attaque, nos ailiers. Un peu mitigé sur sa première mi-temps, mais ça, Théo l'a très clairement expliqué. C'est dû au fait qu'on aligne Akan et Brahim en même temps, qui sont pour moi des joueurs qui ne doivent pas être alignés en même temps, puisqu'ils occupent le même poste. Mm. Et Ça n'a pas sinon, bah, été réglé hier avec l'entrée de Léao en plus, hein, qui est Non. rentré couloir droit, le Portugais. On l'a pas testé en pointe, on n'a pas mis Rebic dans son couloir gauche. Donc ouais, c'est difficile pour Après, le coup. est-ce que le fait de faire jouer Brahim dès maintenant, et on l'a vu, il le fait, quitte à faire évoluer Akan côté gauche, est-ce que c'est pas une manière de préparer le futur en sachant que Akan est en instance de départ et peut-être que Pioli ne compte pas réellement acheter un milieu offensif à ce niveau-là, donc il conditionne un peu Brahim à ce nouveau poste pour les 6 mois à venir, parce que sachant qu'on l'a pas encore acheté, Brahim, donc il a 6 mois à tenir avant de repartir du côté de Madrid. Donc peut-être que c'est une manière de Pioli de mettre Brahim dans de bonnes dispositions et attendre gentiment le départ de Hakan en le mettant à gauche, parce qu'on sait qu'il a quand même. Enfin, c'est une question que je vous pose, mais vous en pensez quoi? S'il veut réellement le mettre dans les bonnes conditions, il met Aogue ou Léao couloir gauche et il laisse Brahim libre de ses choix en poste de numéro 10. Je pense qu'il y a peut-être aussi cet aspect-là. C'est pas faux ce que tu dis, Guillaume, mais moi, je pense que s'il veut réellement le mettre en valeur, il met pas Hakan sur le terrain. Après, on sait aussi que s'enlever quand même du Hakan version 2020, c'est quand même un choix qui est tactiquement assez lourd de conséquences. Mm. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle il l'aligne quand même à un poste qui n'est pas le sien. Mais pour l'instant, ouais, la situation quand même pour Pioli est assez compliquée. Voilà, tu le dis très justement, entre un joueur qui est pas encore et qui ne sera peut-être pas d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas pour Brahim Diaz,
un joueur à titre définitif du Milan AC et un autre qui est en instance de départ, c'est difficile de concilier les deux. Yann? Ouais, alors pour moi la même chose que Théo. Alors complètement d'accord. Je pense que s'il veut vraiment donner toute sa confiance pour les 6 prochains mois à Brahim, il faudra, c'est pas en l'alignant avec Akan où clairement il le met dans une situation inconfortable parce qu'Akan il va très souvent se replacer comme un deuxième 10 et ça enlève des possibilités à Brahim qui ensuite fait des matchs pour moi très moyens. Mais on en reparlera peut-être après dans les flops. Pour continuer avec mes tops, bah, donc en deuxième place, Akan, hein, qui touche les montants plein de fois. S'il les touche pas, il met deux, trois buts qui auraient pu être des buts qu'on aurait pu retrouver dans les top buts Ouais, des du bons mois buts. de décembre, je pense. Et en top 1, je pense que c'est facile, vous l'aurez deviné, hein, je parle du Français Théo Hernandez, qui est le cheval de course quand il est lancé sur son côté gauche. Il nous met un but de la tête où il s'envole carrément plus haut que tout le monde pour la mettre de la tête de rage. Et en fin de match, nous voit un de ses tirs surpuissants ratèrent du gauche. Donc, que dire de Théo Hernandez? Et Théo l'a aussi dit, imaginez-vous que c'est quand même un latéral gauche qui nous met un doublé et qui nous sauve notre match hier. Et une autre chose qui me choque à chaque fois quand je le vois, c'est comment fait Théo Hernandez à 90e minute pour me remonter encore 2, 3 fois le terrain où il est absolument inarrêtable. Les joueurs n'arrivent absolument pas à mettre le pied et à l'arrêter une fois qu'il est lancé sur son couloir gauche. C'est absolument incroyable. Ouais, Donc voilà, Théo Hernandez est pour moi le top 1, l'homme du match, de ce match, mais je pense que ça paraît assez logique au vu de son doublé. très bien. De mon côté, j'ai en troisième position David Calabria pour sa très bonne performance. J'ai trouvé notamment offensivement, même défensivement, il a fait deux, trois interventions très correctes. Mais voilà, Calabria, il s'est amélioré dans ses centres, j'ai trouvé sur ce match-là. Il a, au niveau des passes aussi, des passes clés, on peut appeler ça, parce que derrière, il trouvait des décalages intéressants pour Léao dans la profondeur, à la surface de réparation. J'ai de mémoire deux, trois passes en profondeur succulentes. Voilà du latéral droit qui s'affirme réellement et qui devient indétrônable à son poste, en tout cas cette saison. Voilà, je pense que Dalot, s'il veut du temps de jeu, il en trouvera du côté de Théo Hernandez pour faire souffler le français. En tout cas, Calabria, c'est solide de la première à la 90e minute. En deuxième position, j'ai Akan. Alors, je l'ai trouvé pas ultra juste sur la première mi-temps où il y avait pas mal de déchets, mais il était quand même très actif. Notre milieu turc, très remuant. Voilà, on sent que si tu nous enlèves Akan, comme tu l'as dit Théo, derrière, on n'aura pas la même animation offensive qu'avec le Turc parce que vraiment, il est remuant, il arrive à trouver des décalages, il joue vite aussi, il prend pas le temps, il va très vite chercher voilà, le 1-2 avec Rebic qui descend souvent un peu pour faire une sorte d'appui remise. Donc, j'ai trouvé le Turc très remuant. En deuxième période, il a vraiment été important lorsqu'il a fallu revenir au score. En manque de réussite, vous l'avez dit, j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus, mais bonne performance de Hakan Çalhanoğlu et en première position Théo Hernandez. J'ai rarement vu un joueur avec autant d'endurance. Parce que ce qui est fou, comme tu l'as dit Yann, c'est qu'il nous fasse une remontée de balle de notre surface jusqu'à la surface de réparation à la 90e minute. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'il t'en fait une dizaine dans le match. C'est que vraiment, Théo Hernandez et Calabria, faut les voir sur le terrain. Ils font non-stop de l'aller-retour. C'est vraiment impressionnant. C'est deux pistons en fait qu'on a. C'est vraiment deux pistons qui commencent l'action et qui la terminent. Hein. Parce que Calabria, il va faire la relance après que Donnarumma est décalé à droite. Il va te faire un appui remise. Il va y avoir deux, trois touches de balle vers Kessié, Benasser Akan. Et puis, on va retrouver Akan aux abords du poteau de corner. Akan. On va retrouver Calabria et Théo Hernandez au bord du poteau de corner adverse pour trouver un centre, un décalage. Et c'est impressionnant à quel point ils sont remuants. Très bon aussi défensivement, Théo. On l'a vu plusieurs fois revenir aussi et faire une intervention dans le bon timing. Il se fait justice où il prend un jaune un peu bête après voilà, être tombé et que l'arbitre n'est pas sifflé. Il se venge sur Cornelius. Il prend un jaune un peu stupide. D'ailleurs, on a pris pas mal de jaunes, il me semble, dans ce match. Un Kaloulou qui en prend un, Calabria qui en prend un, Théo qui en prend un. Je crois que c'est tout. Il y a peut-être Benasser aussi, Kessié, je sais plus, mais voilà, grosse performance de Théo Hernandez que je mets en première position de mes tops
En tes flops, Yann, s'il Trois te jaunes, plaît. Guillaume, t'avais raison. Alors mes flops, j'aurais pu, mais ça aurait été injuste de les mettre dans mes flops. Peut-être parler de notre double pivot ce soir qui a pas été pour moi, qui a été pour moi peut-être un des plus mauvais double pivots qu'on a vu depuis le début de la saison avec Kessie et Benacer qui sont pour moi qui ont été un peu dans la difficulté, surtout dans le remplacement Mm. défensif où je les ai trouvés un peu en difficulté. Mais comme dit, je pense que ça a beaucoup à voir avec la tactique mise en place où nos latéraux montaient beaucoup. Pour mes flops, je vais commencer avec en numéro 3, Auge. Il nous a fait tellement rêver ces dernières semaines sur les matchs d'Europa League en championnat où il a inscrit son premier but également. Absolument incroyable, notre Jens Peter Auge sur son côté gauche. Je m'attendais vraiment à un immense déclic hier soir dans notre jeu lors de son entrée et il m'a un peu déçu le Norvégien. Un peu très très difficile dans ses choix, pas souvent le meilleur choix. Je l'ai pas réussi, je l'ai pas vu prendre de vitesse sur le latéral comme il avait réussi à le faire lors de ses apparitions en Europa League Mm. notamment. Il n'a pas réussi à crocheter et à éliminer ses adversaires directs. Donc, quelques passes ratées également. Donc, oui, pour moi, il a sa place dans ces flops 3 parce que c'est un peu une déception. Je voyais vraiment pouvoir nous faire décoller ce match avec son apparition sur ce côté gauche, mais hier soir, ça ne fut pas le cas. En deuxième position, je mets Brahim. Pour sa première mi-temps, j'aurais presque pu mettre Akan aussi à ce poste-là à cause de sa première mi-temps. Akan qui a l'occasion de se racheter lors de la deuxième. Il est certes intéressant offensivement, il nous met une barre transversale à un moment sur un tir enroulé magnifique, Mm. mais pour moi, l'alignement d'Akan et de Brahim sur le terrain, ça met forcément en difficulté les deux joueurs et on n'arrive pas à avoir le meilleur de ces joueurs lorsqu'ils sont alignés Mm. les deux sur le terrain. On connaît tous les qualités de Brahim. Hein. Pour moi, c'est clair, c'est un joueur très technique, c'est un joueur très intéressant au poste de numéro 10, mais en l'alignant avec Akan, on n'arrive pas à tirer le meilleur de ce joueur. Et pour moi, ce soir, il passe nouveau à côté. On ne va pas dire qu'il passe à côté de son match, mais il fait un match qui, pour moi, est en dessous de ce qu'il peut faire normalement, de ce qu'on a vu lors de ses entrées en Europa League, lorsqu'on a vu aussi de ses matchs en Europa League quand il est aligné, de ce qu'on a vu pour moi, il peut faire mieux. Donc, c'est pour ça qu'il fait partie de mon flop 2 aujourd'hui parce que j'ai été déçu de la prestation de Brahim en première mi-temps, mais qui, pour moi, a à voir avec les joueurs alignés à ses côtés sur le terrain qui sont Mm. notamment Akan qui, pour moi, il se marche dessus au poste de numéro 10. Et ensuite, en flop numéro 1, je pense que là aussi, on se réjouit que Zlatan puisse revenir et que ce bon vieux Revic puisse à nouveau occuper son poste sur le côté gauche. Parce que pour moi, pour tout le monde, je pense, il n'est pas fait pour jouer en pointe. Alors, il n'est pas fait pour jouer en pointe, il n'est pas fait pour jouer en pointe, surtout dans le système de jeu dans lequel on évolue, où on a besoin d'une tour là devant, sur qui on peut s'appuyer de la tête, sur qui on peut jouer en pivot. Rebic, on en a parlé, il a un peu de peine avec ses contrôles. C'est un joueur qui cherche beaucoup la profondeur. Mm. Et puis là, il rate souvent des contrôles. Lorsqu'il a une occasion devant le but, on le voit très souvent marcher sur le ballon. Ouais. C'est un joueur qui sur le côté excellent parce qu'on arrive à le trouver dans la profondeur. Il arrive par des feintes de corps et des changements de direction absolument incroyables à éliminer des défenseurs. Mais en numéro 9, là, en centre avant, on a beaucoup de peine avec lui. Il donne beaucoup, hein. Il donne beaucoup sur le terrain, il fait beaucoup d'appels. Je pense qu'on le sous-estime aussi un petit peu dans ce poste Ouais, parce qu'il fait c'est beaucoup clair. d'appels, il crée beaucoup d'espace, mais après sur l'ensemble de son œuvre, il rate quand même beaucoup de contrôle, il manque beaucoup de petits gestes, de petite lucidité là devant Mm. pour nous faire passer un cran. Et il manque en fait ce que Zlatan nous apporte, la sérénité là devant, des petites touches de balle qui nous permettent de décanter des situations. Et là, pour moi,
pour moi, depuis qu'il occupe ce poste, il n'arrive pas à trouver cette importance dans notre jeu. Donc, pour moi, il fait partie de. C'est mon flop 1 aujourd'hui, Ante Rebic. Très bien. Et ben, je vais enchaîner directement parce que j'ai exactement les mêmes que toi, dans le même ordre. Aogué en troisième position, voilà, rentrée timide. En fait, ce qu'il dessert, c'est surtout la bonne rentrée de Léao. Et du coup, quand on compare un peu, bah, Aogué beaucoup plus timide sur l'ensemble de la rencontre, comme tu l'as dit. En fait, très dur pour lui de trouver de la profondeur et de lancer une attaque, en fait, parce qu'il était toujours un peu à contre-courant du jeu, plutôt utilisé comme appui remise pour Théo. Donc, au final, il a eu du mal à se lancer et à vraiment rentrer dans la rencontre. Donc voilà, Aogué plus timide, Dieu sait que j'adore ce joueur, mais aujourd'hui un peu en deçà, sans être nul, hein, bien sûr, parce qu'on sent qu'il a des qualités impressionnantes et une justesse technique assez, enfin, il a une aisance technique remarquable, mais aujourd'hui, voilà, un peu en dedans. En deuxième position, j'ai Brahim aussi. Moi, Brahim en milieu offensif, je suis pas convaincu. Je sais que Pioli l'utilisait un peu en ailier droit quand il le faisait rentrer au début de la saison et je le trouvais beaucoup plus juste et beaucoup plus intéressant parce qu'il pouvait plus faire de décalage, plus dribbler sur un côté que là utilisé en milieu offensif. Il est souvent dos au but, dans la surface de réparation, il est très fragile, du coup il tombe facilement et face à des défenseurs centres, et ben, c'est compliqué pour lui de s'imposer. Donc je trouve que ce serait plus intéressant de le voir évoluer côté droit, voire côté gauche quand il rentre ou même pourquoi pas le voir débuter à la place de Salmakers de temps à autre pour faire souffler le Belge. Mais en milieu offensif, je suis vraiment pas convaincu de Brahim Diaz. Et enfin, en première position, voilà, Rebic aussi. Beaucoup de ballons perdus. C'est pas fluide en fait. Rebic, c'est pas juste techniquement non plus. Donc voilà, on a vu qu'il aime beaucoup son côté gauche parce qu'il a réappliqué plusieurs fois à gauche. Il met de l'envie, ça, il n'y a aucun souci, il mouille le maillot. Mais aujourd'hui, c'était encore trop juste techniquement. Voilà, Théo, tes flops, s'il te plaît. En troisième position, on retrouve Rebic. Quelle frustration de mettre le Croate ici. On le rend définitivement pas sérieux sans le mettre en buteur, mais c'est un concours de circonstances malheureux, malheureusement pour l'ancien de l'Eintracht. On peut rien faire d'autre, si ce n'est attendre le retour patiemment de Zlatan. Donc on met Ante Rebic en pointe. Après, voilà, les garanties ne sont pas les bonnes. On a beaucoup moins d'efficacité dans les duels aériens. Le joueur ne se sent pas forcément à l'aise à ce poste, on le sait. Mais voilà, on attend le retour de Zlatan pour remettre Rebic sur son couloir gauche. Mais c'est un match encore très décevant qui nous sort hier. Voilà, c'est difficile et à la fois frustrant de devoir le mettre dans les flops. Mais voilà, il faut prendre son mal en patience et attendre de jours meilleurs pour revoir le Croate briller. En deuxième position, Benacer, Yann hésitait à le mettre dans les flops puisque c'est vrai, Kessie et Benacer n'ont pas fait leur meilleur match hier. Et j'ai néanmoins trouvé l'international algérien très faible sur certains aspects du jeu, beaucoup moins incisif. Il est fautif au même titre que Franck Kessié sur le premier but dans un retour défensif qui me laisse un petit peu pensif. C'est dommage. On leur en veut un petit peu, surtout avec l'habitude des gros matchs qui nous sortent. Donc voilà, un petit peu déçu. Et puis en plus, il se blesse. Donc on lui souhaite quand même une blessure la moins importante possible et un retour sur le terrain au plus vite parce que ce n'est pas voilà, ce petit mauvais match hier qui va nous faire oublier les choses incroyables qu'il fait avec nous. Et puis en première position, vous l'avez très justement évoqué, c'est Brahim. Brahim Diaz, quelle déception encore. On attend des jours meilleurs aussi pour l'Espagnol. On ne sait pas trop la situation dans laquelle il est. À Cannes semble quand même bien meilleur, mais il faut peut-être préparer un Brahim Diaz à prendre la responsabilité d'être le nouveau numéro 10 dans quelques mois. Guillaume le disait très justement. Donc voilà, un flop 3, composé d'incertitudes et de déception et de frustration qui sont pas forcément qui rend voilà, la chose pas forcément très agréable à faire, mais je pense que c'était important de souligner la performance en deçà de ces trois joueurs. Très bien, on va refermer du coup cette page autour de la Serie A, donc Milan qui reste quand même premier du championnat et qui jouera donc le Genoa 19e avec seulement 6 points ce mercredi. Donc le débat du jour est autour des ambitions de l'AC Milan. Faut-il les revoir à la hausse? Faut-il viser plus haut? Nous vous avons posé la question hier sur Facebook et Twitter.
Donc sur Twitter, Tyler Hero Fan Account nous dit qu'il faut toujours viser plus haut. Donc oui pour le Scudetto. Après, à la fin de la saison, si on est top 4, on prendra le recul pour se dire qu'on a atteint l'objectif de début de saison, même si c'est décevant si la saison continue sur ce rythme. Dans tous les cas, ça peut être une saison ultra formatrice et qui permettrait au Milan de redevenir attractif sur le marché des transferts, même si on n'est pas champion. Le Tilter qui nous dit aussi sur Twitter, vu notre niveau, la gestion de l'effectif, la cohésion d'équipe, comment ne pas viser plus haut? L'équipe est au beau fixe, la route est encore longue, mais je pense qu'avec 2 ou 3 renforts à chaque ligne, nous pourrons sincèrement commencer à rêver du titre. Donc sur Twitter, globalement, on est quand même plutôt positif. On se dit que Milan, qui est premier actuellement, avec notamment 4 points déjà sur Naples et la Juve, et des performances globalement intéressantes, peuvent viser plus haut. Sur Facebook, on nous dit l'objectif reste la Champions League. Cependant, au moment où tu es premier après 11 journées sans perdre de match, que tu roules sur tes adversaires directs, que tu gagnes sans tes meilleurs joueurs, bien sûr que tu dois revoir tes ambitions. La force de ce Milan, c'est le banc. Même si les titulaires ne sont pas là, les autres font le taf. Les autres équipes ne peuvent pas se le permettre. Enlève Cristiano Ronaldo à la Juve ou Lukaku à l'Inter, c'est pas les mêmes équipes. Nous avons des jeunes qui sont motivés, mouillent le maillot et sont prêts à se sacrifier pour le collectif, sans oublier les talents individuels à l'image de Ibra qui peuvent te débloquer un match où le jeu collectif seulement ne suffira pas. Certains vont pas le croire, mais pour moi, ce Milan joue clairement le Scudetto, mais ça, Pioli ne le dira pas devant les médias. Donc voilà, le compte Paolo Maldini, pas le vrai, mais qui nous gratifie de ce commentaire. Et enfin, Boujta Afad, qui lui est un peu plus mesuré. En toute objectivité, non. On a un objectif, c'est la Ligue des Champions, les 4 premières places. Si on décroche quelque chose d'autre, ce sera que la cerise sur le gâteau et le fruit de notre travail. Qu'en pensez-vous, les gars? Théo, je te laisse commencer. Les avis sont très pertinents, mais c'est difficile quand même d'avoir du recul sur cette situation. On en parlait en début d'émission, mais c'est à la fois quelque chose de tellement inédit et pour l'instant tellement éphémère. Pour l'instant, je reste persuadé que l'objectif reste la Ligue des Champions. Voilà, tu le résumais très justement, Guillaume, mais on n'est qu'à 11 journées. La saison va être encore tellement longue. Je revoyais notre calendrier, on a quand même une série début janvier qui va être difficile à suivre. Il faut encore bien finir cette année 2020 et ne pas flancher face à la Lazio et Sassuolo. C'est une saison qui est très longue. Le mercato hivernal va peut-être nous apporter quelques éléments de réponse. Si on arrive à recruter un nouveau défenseur central, qu'on règle le problème à Cannes et qu'on s'offre même le luxe d'avoir peut-être un buteur en rotation, la suite de la saison s'annoncerait quand même différente. Après, voilà, je reste persuadé que l'objectif final reste la Ligue des Champions, qu'il faut savoir rester lucide sur la forme à venir de l'Inter qui est en train de revoir son organisation tactique après l'échec absolument incroyable face au Shakhtar. Le Napoli joue très bien et au retour de Victor Osimhen, Gattuso pourra recompter sur un 4-2-3-1 complet. La Juventus est certes pas la même sans Cristiano Ronaldo, mais reste quand même sur 8 Scudetto d'affilée. Donc voilà, attention aux surprises, attention aux désillusions. C'est voilà, l'une des raisons pour laquelle je me fixe actuellement dans la tête l'objectif pour Milan d'atteindre la Ligue des Champions. Rêver du titre, c'est beau forcément, mais je pense qu'il faut, et surtout avec l'expérience et les saisons passées, garder les pieds sur terre et rester confiant quand même pour la suite de la saison. Pour revenir sur le calendrier qui était sorti au mois d'août, on a un calendrier ultra favorable cette année. On enchaîne quasiment jamais 3 rencontres, en tout cas, on n'enchaîne jamais 3 rencontres importantes. Les 2 seuls enchaînements, je parle jusqu'à la 38e journée, on a en décembre, on a un Sassuolo-Milan, puis un Milan-Lazio. C'est tout parce qu'après, on va à Benevento. Et ensuite, un peu plus tard dans la saison, en février, on a un Milan-Inter, puis un Rome-Milan. Et c'est les 2 seules rencontres d'affilée qu'on joue, tandis que je sais que nos adversaires directs ont des calendriers un peu plus compliqués, avec des enchaînements de 2-3 matchs un peu compliqués. Nous, en tout cas, on avait fait cette remarque dès le début de la saison, que le calendrier est plutôt à notre faveur. Donc c'est intéressant en fait. C'est intéressant parce que finalement, le calendrier est bien réparti et ça peut nous donner l'occasion de prendre des points un peu partout. Yann, qu'est-ce que tu en penses toi? Tu penses qu'on peut viser plus haut ou pas? Alors, je pense que ça serait mentir de dire qu'au fond de la tête de chacun de nous, supporters de l'AC Milan, qu'on ne pense pas dans l'arrière de notre tête un petit peu au Faut titre, un petit s'enflammer. peu. Faut s'enflammer, il faut clairement s'enflammer. Mais après, j'ai envie de nous rappeler à nous tous, supporters des Rossoneri,
du nombre de désillusions que l'on traverse depuis 10 ans. Et pour ce fait, moi, j'ai envie de rester les pieds sur terre et vraiment de me concentrer sur cet objectif qui est de retourner en Europe, de retourner en Champions League. Parce que, comme dit, on sort de tellement de désillusions depuis 10 ans, depuis tellement de situations. On se dit, cette fois, c'est la bonne. Et à chaque fois, on en ressort tellement triste, tellement déçu que j'ai envie de garder les pieds sur terre, même si on va pas se mentir, on y pense tous. Et pour l'instant, sur ce début de saison, tous les astres sont alignés et pour qu'on fasse des beaux matchs et pour qu'on tienne la tête là depuis le début de la saison. Mais on le voit hier soir. Hier soir, c'est un parfait exemple qui nous fait dire, les gars, attention, restons les pieds sur terre parce que suffit qu'on soit dans un match sans où l'arbitrage ou l'arbitrage vidéo nous enlève peut-être un but pour un hors-jeu qui est certes juste. On perd 2 points à part, tous nos concurrents directs en gagnent 3. Il suffit d'une 2 journées qui se passe de la sorte et on se retrouve déjà sans Scudetto et de plus avec en dehors de la zone Champions League. Donc je pense qu'il faut vraiment concentrons-nous sur cet objectif qui est de retourner en Champions League, même si dans l'arrière de notre tête, on a tous cet objectif Scudetto en tête et on espère qu'on puisse croire en cet objectif le plus longtemps possible tout au long de notre saison. Tu parlais dans des commentaires, Guillaume. Un de nos internautes disait que Pioli n'annoncera sûrement pas en public les intentions cachées. Je tiens quand même à vous rappeler que la dernière fois qu'un dirigeant ou un membre du staff a fait des promesses en termes de jeu, c'était Berlusconi à l'été 2013 et c'était pour l'arrivée de Cesc Fabregas. On a récupéré Antonio Chirino le 31 août pour 400 000 euros et ça, je ne l'oublierai jamais. Donc, savoir faire, savoir faire parler l'histoire de son club et vivre avec, ça me semble très important. C'est surtout une des raisons pour laquelle, pour l'instant, je ne m'enflamme pas et je reste très terre à terre. Moi, je reste dans l'idée que il faut viser le plus haut possible, quitte à être déçu. Pour moi, se contenter de jouer la Ligue des Champions, c'est finalement à l'heure actuelle où on est premier, c'est faire un step back, tu vois. C'est faire un pas en arrière. Pourquoi viser la quatrième place ou se dire, bon, bah, au pire, si on perd 2, 3 matchs, bah, on reste quand même troisième ou compétitif, alors qu'on est premier du championnat. Moi, je pense que on est premier du championnat, on est sur une des meilleures lancées, un des meilleurs débuts de saison de l'histoire de notre club. Il faut viser le championnat. On est un club historique en Italie, en Europe. Donc pour moi, c'est important que Milan revienne. On l'a dit, ça aura des conséquences sur le marché des transferts. Un Milan qui est attractif, un Milan qui reste, je ne sais pas, jusqu'au mois de février ou mars invaincu. C'est un Milan qui potentiellement a de la gueule et est sexy pour les joueurs qui peuvent venir, qui pourraient venir comme un Szoboszlai ou quoi. Tu as un Zlatan Ibrahimovic qui est une marque à lui tout seul. Tu te fais démarcher par un Paolo Maldini. Si tu as un Milan qui est compétitif et qui te dit nous, on joue la première place en championnat, on veut battre la Juve, on veut enlever cette série A à la Juve. Pour moi, c'est intéressant. Et puis, quitte à ce que au mois de mars, au mois d'avril, bah voilà, vu que les 2 saisons se sont relativement enchaînées rapidement, et bah qu'on ait un peu un coup de mou. Et bah là, voilà, si on termine deuxième, si on joue la première place, quitte à finir deuxième, et bah au moins on sera sûr d'assurer notre place en Ligue des Champions, plutôt que de se contenter à jouer la troisième, quatrième place, parce qu'on laisse un match par-ci, on laisse un match par-là, on perd une rencontre face à un concurrent direct, style la Juve, l'Inter ou la Roma. Et derrière, voilà, moi je trouve ça dommage. On est premier, autant revoir nos objectifs à la hausse. Je te dirais pas la même chose si on était troisième, tu vois. Là, on est premier, on a plus de 2 matchs d'avance sur des Juventus, sur des Napoli. La Lazio, si ça perd le week-end prochain, ils auront beaucoup trop de points d'avance. Donc, limite, par rapport à nous, on pourrait d'ores et déjà peut-être les enlever de la course à la Ligue des Champions. En tout cas, on prendrait une avance très confortable. Donc, moi, je pense qu'il faut viser le plus haut possible. Et puis quand la saison commencera à être difficile, les enchaînements des matchs, etc., et ben là, on verra ce qu'il en est. Mais vaut mieux être premier toute la saison, quitte à finir deuxième, que se dire, bon, bah, on va viser en dessous de ce qu'on est réellement et finir quatrième un peu à l'arrache. Et pour peu que ça finisse un peu comme Gattuso, la saison, on perd lors de la 38e journée et qu'on termine cinquième. Mais j'ai pas l'impression qu'on déjoue les matchs, hein, sincèrement, cette saison. Si ce n'est la contre-performance face à Lille, que ce soit à l'aller ou au retour, où globalement on est en dessous de ce qu'on propose habituellement. C'est vraiment le genre de match comme parmi hier ou comme les Las Véron ou comme la Roma,
où on n'est pas capable de plier et de tuer le match, qui me font dire que voilà, on joue les matchs à fond, mais aussi il faut être conscient de nos moyens. Il y a énormément de matchs qu'on aurait pu perdre cette saison, il faut être lucide. Le Et on match les face à perd pas. Crotone, il y a 2-3 ans, on le Mm. perd. Hier, face à Parme, pas sûr qu'on ait la force mentale pour Non. revenir il y a quelques saisons. Il faut vraiment faire le bon équilibre entre la forme actuelle de notre équipe qui nous permet de viser et d'avoir cette ambition d'être dans le top 4. Il faut quand même rappeler qu'on n'a pas retrouvé la Ligue des Champions depuis 2013 et la difficulté qui est de tenir un championnat sur une saison entière. On va sûrement perdre à un moment. Je nous vois mal réaliser l'exploit que la Juve avait fait il y a quelques années de finir invaincu sur une saison entière en Serie A. Il faut être solide. Il faut à la fois être solide et à la fois être lucide de ce dont on est Ouais. capable. Et pour l'instant, je nous vois mal encore jouer le titre. Tu vois le match face à la Roma, face à hier, c'est le coup du sort. La Roma, l'arbitre nous sort complètement du match. D'ailleurs, il est mis à pied le lendemain parce que il fait des erreurs d'arbitrage grossières. Hier, on tape 4 fois sur les montants. C'est un match quand même, c'est le match annuel de toute façon où le gardien adverse à la Baraka. On voit ça depuis 8 ou 9 ans du côté de l'AC Milan, mais des fois c'est plus 4-5 fois par saison. Là, c'est le premier où vraiment c'est un coup du sort. Le match, comme tu l'as dit en début d'émission, tu joues 10 fois, tu le gagnes 9 fois. Donc bon, mais à côté, moi je trouve que la concurrence, tu regardes la Juve qui gagne 3-1 hier, mais sur 2 pénaltys de Cristiano Ronaldo, où Ronaldo est complètement hors du coup sur le match. Tu vois l'Inter qui en met 3 dans les 10 dernières minutes. Et on a vu l'Inter ce que ça donnait un peu sur la scène européenne. On n'est pas sur la meilleure Juve, même je pense qu'on est sur la pire Juve de ces 8 dernières années. Naples, pour l'instant, ça reste loin. On connaît un peu aussi les limites tactiques de notre cher et bien-aimé Gattuso. Donc, moi, je pense qu'il y a un vrai coup à jouer. L'Atalanta et la Lazio, c'est pas ce qu'on annonçait en début de saison non plus. La Roma, je pense que sur la durée, c'est une équipe qui est peut-être un peu comme nous, un peu, je veux pas non plus nous mettre sur un piédestal, mais qui est peut-être en surforme, on va dire, parce que quand tu vois l'effectif de la Roma, c'est quand même assez fou ce qu'ils font. Donc, moi, je trouve qu'on a notre place, hein. On est peut-être premier parce que voilà, on joue bien les matchs et on a 100% de réussite. Enfin, pas 100% parce que sinon on l'aurait gagné ce match. Mais tu vois ce que je veux dire, on perd pas nos matchs, etc. Et tu as l'impression qu'on va rester invaincu longtemps. Mais pour moi, on n'est pas ridicule et on n'est pas des imposteurs à cette première place. Et je ne vois pas nous effondrer parce qu'en face, tu m'aurais mis la Juve d'il y a 2 ans. Tu m'aurais mis l'Inter avec un Mauro Icardi à 15 buts en 11 journées ou je sais pas quoi. Un Ciro Immobilier. Même, tu vois, tu mets un Belotti. Je sais pas où Belotti va finir, s'il pourrait partir au mercato d'hiver. Mais un Belotti peut te changer carrément la physionomie d'une autre équipe, tu vois. Donc moi, je pense vraiment qu'on a les armes pour jouer ce Scudetto, en fait. Et si on a les armes pour jouer ce Scudetto, on sait qu'on a la mentalité pour le jouer parce qu'on a un mec comme Zlatan Ibrahimovic qui va tirer tout l'effectif vers le haut. Donc pour moi, on peut vraiment jouer cette première place. Voilà les gars, tu as peut-être un mot à ajouter, Yann? Bah, j'espère que les dieux du foot t'entendent. Ok. Non, non, clairement, bah, non, j'espère de tout cœur que ça se passe comme ça. Moi, je suis plus réservé sur notre rôle dans la course Scudetto. Mais comme dit, il faut jouer chaque match après match et aborder les matchs comme on les a abordés depuis le début et en espérant qu'on nous fasse rêver. Là, sur les quelques prochains, on a quand même encore sur ce tour Sassuolo à jouer qui est assez bon. La Lazio, on sait que tout à coup, sur un éclair de génie, si tous les joueurs sont en grande forme, ils peuvent nous mettre en grande difficulté. Et on conclura encore sur une grosse affiche face à la Juve, sans oublier bien sûr toutes les équipes de milieu de classement, de fond de classement, ou comme on l'a vu hier face à Parme, il faut quand même aller les chercher à chaque fois ces victoires. Donc ça sera chaque match sera à chaque fois une nouvelle bataille, et en espérant qu'on y arrive au mieux et qu'on accroche cette place de qualificatif, cette place qualificative pour la Champions League. Et si on arrive à attraper plus, ben La cerise on sur le attrape gâteau. plus. Ah, Cerise sur le gâteau, exactement. Très bien. Dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez, si Milan doit viser plus haut, si Milan a les armes pour rivaliser face à la Juve, face à l'Inter. Un grand merci, les gars, et puis on se retrouve le lendemain du match face au Genoa en milieu de semaine. Prenez soin de vous. Forza Milan. Ciao. Ciao tout le monde.